Enlèvement en Somalie de l'infirmière allemande travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge dans un complexe de Mogadiscio. Le ministre allemand des Affaires étrangères refuse de commenter les faits. En Tunisie, les jeunes manquent de confiance en leurs élus locaux et autres politiciens. Pourtant, ils ne demandent pas grand-chose, juste des rues propres, les transports publics fonctionnels ou encore une aire de jeu. Le président soudanais Omar El-Béchi a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs au sein du ministère des Affaires étrangères à Khartoum. La crise économique serait la principale raison. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en Gambie. Deux généraux de l'ex-président Yahya Jammeh, qu'il avait suivi en exil avant de retourner dans leur pays en janvier et d'être inculpés de désertion, ont plaidé non coupables ce mercredi. C'était devant une cour martiale de Banjul. Reportage. Arrêtés le 21 janvier dernier, peu après leur retour de la Guinée équatoriale, les généraux Assoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, ont plaidé non coupables ce mercredi devant une cour martiale de Banjul, et ce, après la lecture des charges pesant contre eux. Poursuivis pour désertion de poste, les deux généraux encourent la réclusion à perpétuité s'ils sont reconnus coupables. Lors d'une audience début avril, les avocats de la défense avaient vainement essayé de récuser la cour martiale, estimant que leurs clients ne faisaient plus partie de l'armée puisque leur salaire avait été suspendu, et ce, après leur départ du pays et que leur équipement leur avait été retiré peu après leur retour en Gambie. Le procès avait ensuite été ajourné à 2 reprises. Mais ce mercredi, un représentant de l'État a réclamé que le procès démarre sans plus attendre, mais les avocats des prévenus ont demandé un nouveau report d'1 semaine. Leur requête a été acceptée par la Cour qui a fixé les prochaines audiences au 9 et 10 mai prochain. Deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique ont attaqué mercredi le siège de la commission électorale à Tripoli, tuant 12 personnes. Cette attaque intervient au moment où la communauté internationale appelle de tous ses voeux à des élections en 2018 pour sortir la Libye de l'anarchie. Images et sons. Cette attaque illustre encore une fois la fragilité et la complexité extrême de la situation dans ce riche pays pétrolier en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 est devenu un repère pour les djihadistes. Mercredi matin, 2 assaillants ont attaqué le siège de la haute commission électorale à Chnek, ouvrant le feu sur les gardes et les fonctionnaires avant de se faire exploser, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas encore d'informations concernant la nationalité ou l'identité de ceux qui ont commis cet acte lâche. Les services sont en train d'enquêter sur le sujet et des commissions ont été formées avec les différents services qui vont travailler rapidement. Les assaillants qui ont attaqué le siège de la commission étaient 2. Il y a eu des échanges de tirs avec les forces de sécurité. Des renforts sont arrivés et les attaquants ont alors ouvert le feu sur des membres de la commission à l'intérieur du bâtiment, puis se sont fait exploser, ce qui a augmenté le nombre de victimes. L'attaque a fait 12 morts et 7 blessés, selon le ministère de la Santé. Le siège de la Hachnek a pris feu et a été gravement endommagé, mais son président, Imed Al-Saleh, a assuré qu'une copie de la base de données des électeurs était sauvegardée en lieu sûr. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'organisation État islamique, EI, a revendiqué l'attaque menée, selon le groupe, par 2 de ses membres. Ces dernières années, l'EI a revendiqué plusieurs attentats en Libye, dont le dernier a visé fin mars des forces pro-Haftar dans l'est du pays et qui avait fait 8 morts. Malgré la perte de son principal fief de Sirte en décembre 2016, le groupe djihadiste reste actif dans le centre et le sud libyen. Le président soudanais Omar El-Béchir a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs au sein du ministère des Affaires étrangères à Khartoum, ce sur fond de grave crise économique que traverse le pays.
Cette mesure intervient 2 semaines après le limogeage du chef de la diplomatie, Ibrahim Gandour, qui avait dit que des diplomates en poste à l'étranger n'étaient pas payés depuis des mois. Omar El-Béchir a publié un décret ordonnant la fermeture de 13 missions diplomatiques, a indiqué l'agence Suna, qui n'a pas précisé de quelle mission il s'agissait. Il a aussi ordonné de limiter à une personne le personnel diplomatique dans cette autre mission et de réduire de 20% le nombre d'employés administratifs dans toutes les autres missions diplomatiques, selon l'agence. Il a été également décidé de supprimer complètement le personnel administratif au siège du ministère à Khartoum, où les diplomates seront désormais chargés des tâches administratives. Le décret ne précise pas le nombre total de postes qui seront affectés par ces coupures budgétaires. Les décisions ont été prises de façon à faire des économies vu la situation économique, indique Suna. Ibrahim Gandour avait été le premier responsable à dépeindre la grave situation affectant le ministère des Affaires étrangères, disant que nombre de diplomates à l'étranger voulaient rentrer au pays, faute d'être payés. Il avait été limogé le lendemain et son successeur n'a pas encore été nommé. Ibrahim Gandour avait été l'artisan de la levée en octobre 2017 des sanctions économiques imposées au Soudan depuis 20 ans par Washington. Bien que les autorités aient tablé sur un redressement du cours de la monnaie nationale, après cette décision, elle n'a fait que baisser. En effet, les banques étrangères restent frileuses vis-à-vis du Soudan, de même que les investisseurs étrangers, les États-Unis ayant gardé le pays sur la liste des pays sponsors du terrorisme malgré la levée des sanctions. La Banque mondiale avait suggéré de lever les restrictions entre les marchés de change officiels et parallèles afin de donner un coup de fouet à l'économie. Elle prône également de vastes réformes économiques. Outre les sanctions, l'économie soudanaise a subi un coup dur avec la sécession du Soudan du Sud en 2011 qui l'a amputé de la plus grande partie de ses revenus pétroliers. Enlèvement d'une infirmière allemande travaillant pour le comité international de la Croix-Rouge dans un complexe de Mogadiscio. Là, nous sommes en Somalie. Le ministre du moins allemand des Affaires étrangères refuse de commenter les faits. Des hommes en armes ont kidnappé dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, en Somalie, mercredi soir, une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge. Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de cet enlèvement ont opéré dans les locaux de l'organisation avec des complicités internes. Le CICR a indiqué être en contact avec les autorités pour essayer d'obtenir sa libération. Elle a été enlevée par des gardes de sécurité du CICR à Mogadiscio. Le nom du ravisseur est Mohamed Alas et il était l'un des gardes de sécurité de l'immeuble du CICR à Mogadiscio. Nous demandons tout particulièrement à la famille du kidnappeur de travailler avec les agences de sécurité et de communiquer l'endroit où se trouve leur fils. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral, pour des raisons de protection de la vie privée, ne fait pas de commentaires sur les cas d'otages. Permettez-moi toutefois de souligner que j'ai un profond respect pour toutes les personnes, en particulier les Allemands qui travaillent à l'étranger pour aider les autres en risquant leur propre vie. Cet enlèvement constitue la deuxième attaque en moins de 2 semaines contre un employé du CICR. Abdoulhafid Youssouf Ibrahim, un Somalien qui travaillait pour l'organisation depuis 5 mois, a été tué le 25 mars dans l'explosion d'un engin piégé placé sous son véhicule alors qu'il quittait les locaux du CICR. En Tunisie, les jeunes manquent de confiance en leurs élus locaux et autres politiciens. Pourtant, ils ne demandent pas grand-chose, juste des rues propres, des transports publics fonctionnels ou encore une aire de jeu. Élection municipale du 6 mai en Tunisie. La plupart des citoyens du pays disent douter de la capacité de leurs futurs élus locaux à répondre à leurs attentes. Il s'agit des premières élections de l'après-révolution pourtant, et un tiers des électeurs ainsi que la majorité des candidats ont moins de 36 ans. Une situation que favorise la loi car prévoyant un quota de 3 jeunes par liste. Cette jeunesse tunisienne qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali en 2011 apparaît 7 années et demie plus tard largement démobilisée. On aimerait voter pour le bien de notre pays, mais je ne sais pas comment choisir.
Pour l'élection présidentielle, c'est clair. Un président pour 3, 4 non, peut-être plus. Mais pour les élections municipales, je ne connais pas le nombre de candidats qui se présentent. Je ne connais pas les noms ni les listes. Je n'ai aucune idée en ce qui concerne ces élections municipales. Le processus démocratique n'est pas tout à fait en place encore. Il y a encore un long chemin à faire. Et donc je me dis, si on baisse les bras là, en plein milieu, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'apprendre la démocratie participative et justement, il faut participer à cette instauration de cette dite démocratie. Désenchanté face au manque d'amélioration et méfiant envers une classe politique qualifiée par certains jeunes de vieux éléphants, nombreux sont les jeunes disant qu'ils n'iront pas voter pour ce scrutin pourtant crucial dans le but d'ancrer la démocratie à l'échelon local. 330 millions d'euros, c'est le montant de la somme constituant un accord historique impliquant 7 géants miniers d'Afrique du Sud. Le dit accord, signé jeudi, vise l'indemnisation de plusieurs dizaines de milliers de leurs employés malades de la silicose. Reportage. Paraphé devant la presse à Johannesburg, cet accord entrera en vigueur une fois validé par la justice sud-africaine. Pour en arriver là, il aura fallu de longues années de négociations et une plainte en nom collectif déposée par les mineurs. Selon l'accord, jusqu'à 100 000 mineurs qui ont travaillé dans les mines d'or d'Afrique du Sud depuis 1965 et leurs ayants droit devraient bénéficier de compensations. D'après l'un des avocats des plaignants, l'objectif était de tenir l'industrie aurifère responsable des énormes dommages qu'elle a causés à ses salariés pendant des années et d'offrir des compensations aux familles des mineurs et des anciens mineurs. En 2016 déjà, les mineurs avaient obtenu de la Haute Cour de Johannesburg l'autorisation d'engager une action collective contre leurs employeurs, une première dans ce secteur. Ils affirmaient avoir contracté cette maladie, la silicose, en étant contraints par leurs employeurs de travailler pendant des années dans des conditions jugées dangereuses. En effet, surnommée le mal des mineurs, la silicose est provoquée par l'inhalation de poussière de silice, notamment lors du forage de roches. Elle affecte les poumons de manière irréversible. Toutefois, elle est évitable en portant des équipements de protection. Le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud a salué un accord historique dans la plus importante action en nom collectif de l'histoire du secteur minier sud-africain. L'accord paraphé jeudi doit désormais être validé par la justice sud-africaine avant d'entrer en vigueur. L'accord ne met toutefois pas fin à la plainte en nom collectif déposée devant la justice, puisque 2 entreprises minières poursuivies par les mineurs ne l'ont pas signé. Toujours en Afrique du Sud, 6 rhinocéros noirs ont quitté ce jeudi leur réserve pour un long voyage vers le Tchad. Ce voyage symbolise le coup d'envoi d'une ambitieuse opération de repeuplement du pachyderme dans le pays d'Afrique centrale où il a disparu il y a un demi-siècle. En 2010, le Tchad et l'Afrique du Sud ont signé un accord de coopération visant à protéger la biodiversité et à assurer la survie à long terme des espèces animales menacées à Zakouma. Et c'est dans ce cadre que 6 rhinocéros noirs sud-africains ont quitté ce jeudi matin le parc national sud-africain d'Ado, situé dans le sud-ouest par la route vers Port Elizabeth, d'où ils doivent s'envoler plus tard dans la journée à destination du Tchad. Au terme d'un vol de près de 5000 km vers le nord, ils seront lâchés dans le parc national de Zakouma, dans la savane du sud-est tchadien, où ils doivent constituer l'amorce d'un nouveau foyer de rhinocéros noirs. Le dernier spécimen de cette espèce y avait été observé en 1972. D'après la ministre sud-africaine de l'Environnement, en établissant un foyer de rhinocéros viable et protégé au Tchad, ils contribueront à l'expansion de leur population en Afrique et à la survie d'une espèce qui a beaucoup souffert de braconnage ces 10 dernières années. Chaque année, des milliers de rhinocéros sont abattus en Afrique pour leur corne, très prisé des adeptes de la médecine traditionnelle en Chine ou au Vietnam. Il faut dire qu'avant le Tchad, des rhinocéros noirs ont déjà été expatriés au Botswana, en Tanzanie, en Zambie, au Malawi ou au Rwanda. Bon week-end à chacun et à tous. Ce sera donc tout pour cette édition. À très bientôt sur Chicago.